Je vous ai dit que le débat sur la CENI, la Cour constitutionnelle, c'est sans objet, parce que tout s'est fait à l'encontre de l'accord cadre. Tout est à balayer. Ça veut dire que la République démocratique du Congo n'existe plus. Non, c'est l'accord. Non, parce que tout ce qui est fait sans les prescrits de l'accord cadre, selon vous, n'a pas d'effet, n'a pas de substance. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Donc, nous sommes en train de vivre, comme on dit, en attendant. On est en train, c'est une république en sursis. Non, c'est une révolution par le droit. Ah, d'accord. À Sun City, c'est Jean-Pierre Bemba, Rouberwa et Kabila qui négociaient. Et Tiens Tshisekedi n'avait jamais assisté à ça. Il faut renouveler cette classe politique. C'est déjà un fait important. Ils regardent le jeu des acteurs politiques. Donc ce ne sont plus les élections qui vont renouveler la Les élections viendront quand nous aurons mis de l'ordre. Ok. Et à ce moment-là, le peuple pourra s'assumer. Qui va mettre cet ordre-là? Mais c'est la transition. Oui. L'objectif de la transition, c'est au cours de cette transition. Oui. Votre armée, on vous a toujours dit qu'elle était infiltrée. Qu'est-ce qui va arriver? Tout à fait. Eh bien, il n'y aura pas d'élection. Le travail sous l'égide de la communauté internationale est fin prêt. Et pour la communauté internationale, il n'y a pas une autre solution que l'application de ce travail. C'est une question de vie ou de mort. Mais ce n'est pas faisable. Mais pourquoi on parle de séparation de pouvoir? Donc vous êtes en train de vous tromper vous-même. Bon, moi, j'estime qu'il y a séparation de pouvoir. Chacun a sa mission. Si vous ne le faites pas, c'est que nous sommes dans une jungle. Avec une majorité acquise. Mais de quelle manière? C'est tout ça. Au tenant du pouvoir. Mais la majorité, Kabila l'a obtenue comment? On vous a dit que c'était des députés nommés. Aujourd'hui, en pleine législature, après qu'on ait nommé ces députés, les mêmes nommés ont traversé la rue, se retrouvent à l'Union sacrée. Ici, c'est une affaire politique. Lorsqu'on a fait venir ce fameux M23, tout était déjà fait. Le M23 n'a fait qu'adhérer à ce que nous avions décidé ensemble avec les Tshisekedi, les Fayoulou et les Kabila. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de votre magazine Face aux enjeux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui parle depuis longtemps de l'accord cadre d'Addis Abeba, un document qui avait été signé, voilà maintenant 10 ans, mais qui semble avoir toujours toutes ses forces, toute sa place dans l'arsenal juridique de notre pays. Eh bien, il s'agit de M. Odéric Yalumbu, Niembo Yalumbu, voulais-je dire. Et avec lui, nous allons essayer encore de parler de ce fameux accord qui, selon lui, n'a pas encore cessé de produire ses effets et qui doit d'ailleurs continuer de produire ses effets dans un avenir plus proche. Avec lui, nous allons essayer d'écouter et d'apprendre davantage sur ce fameux traité d'accord cadre d'Addis Abeba. Bonjour, monsieur Niembo Odéric. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça fait près de 10 ans, ou même plus de 10 ans, qu'on épilogue, vous et moi, sur le fameux accord cadre d'Addis Abeba. Personnellement, je pensais que cette affaire a été déjà classée dans les oubliettes, mais selon nos faits limiers, ce document, qui est un traité international, mais qui concerne essentiellement la région des Grands Lacs et particulièrement notre pays, la RDC, eh bien, vous allez nous dire, qu'en est-il de ces documents, de ce fameux accord cadre d'Addis Abeba que vous avez tant expliqué à nos téléspectateurs et aujourd'hui à nos internautes qui vont vous suivre? Est-ce que ce document est encore d'actualité? Est-ce que ce document doit encore
produire ses effets ou a déjà produit ses effets tels qu'escomptés. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir fait cet honneur d'être reçu par vous. L'eau a coulé sur les ponts. Il y a près de 10 ans que nous avons entrepris ce que je pourrais qualifier de croisade pour l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les choses ayant duré, nous avons perdu beaucoup de nos membres qui faisaient partie de cette caravane. C'est pour cette raison que je ne pourrais pas commencer cette émission sans penser à eux, parce que beaucoup, nombreux, ne sont plus de ce monde. Je pense plus particulièrement à celui qui a disparu le premier parmi tous ceux que je vais citer, notre président Piana Mitondo, un économiste de valeur qui a milité avec nous à l'Alliance nationale pour la République, qui a continué à militer et qui, par respect pour son grand-père, avait fini par accepter d'aller prendre le trône en Gandanjika, chez les Benampiana, le trône que lui avait légué son grand-père. Les conditions de vie dans ce coin ayant été ce qu'elle a été, eh bien, elles ne lui ont pas permis de pouvoir survivre et continuer la lutte que nous avons commencée ensemble. Vient en deuxième lieu notre président intérimaire, Jean Mitwinsi, qui nous a quittés depuis le mois d'avril dernier, alors que je me rendais en Afrique du Sud. Je n'ai même pas eu l'occasion de pouvoir assister à ces funérailles, de pouvoir dire un mot par rapport au combat que nous avons mené ensemble. Et tout dernièrement, il y a le docteur Kabamba qui vient de nous quitter, alors que le bateau, le navire de l'accord cadre, et là j'anticipe, est en voie d'accoster. Voilà, après cette note introductive, je voudrais, pour répondre à tes préoccupations, commencer par très brièvement à tracer le contexte de naissance de ce document. Nous sommes en 2011. Les élections s'organisent en novembre 2011. Ces élections se caractérisent par une violation flagrante de la Constitution, par accompagner des fraudes massives, tant et si bien que nous avons eu dans ce pays, à l'occasion de ces élections, 2 personnes qui ont chacun prétendu avoir gagné les dites élections. Joseph Kabila, qui a prêté serment devant la Cour suprême faisant objet office de la Cour constitutionnelle, et Étienne Tshisekedi, qui en fait a prêté serment dans sa résidence. Il s'est dessiné donc ces 2 camps, chacun se disputant le trône, si je puis m'exprimer ainsi. L'impérium du pouvoir. L'impérium. L'impérium, Joseph Kabila l'avait déjà. C'est plutôt Étienne Tshisekedi qui s'est lancé dans la conquête, à la conquête de cet impérium. C'est pour ça que je parle de trône.
Mais entre les deux, il y a eu, nous, les tenants de la thèse du vide juridique. Tenants de la thèse Du vide juridique. Ça, c'est un nouveau concept que vous allez devoir nous expliquer. J'y vais tout de suite. Nous avons estimé, devant la communauté internationale, qu'elle avait d'abord tort d'avoir encouragé l'organisation de dites élections, parce que lorsque nous nous référons à notre Constitution, plus particulièrement à l'article 73, il est clairement dit que le scrutin présidentiel s'organise 90 jours avant la fin du mandat de celui qui est en fonction. Nous savons que le président Kabila avait prêté serment un certain 6 décembre 2006. 90 jours avant le 6 décembre 2011, c'était le 6 septembre. Donc c'est le 6 septembre qu'on aurait dû... 2011 cette fois-là. Oui, qu'on aurait dû organiser les élections. Voilà qu'on les organise hors délai, le 28 novembre 2011. En plus de ça, tous les experts, aussi bien internationaux que nationaux, ont été d'avis que ces élections étaient accompagnées d'une fraude massive. Et conformément au principe selon lequel la fraude corrompt tout, fraus omnia corrumpit, eh bien, en ce qui nous concerne, nous avions estimé que tout ce qui s'était fait en dehors de la Constitution, des normes constitutionnelles, n'existe pas. Il n'y avait donc rien eu. Il n'y avait donc pas de vainqueurs, encore moins de vaincus. Tout devait être, le compteur devait être remis à zéro et tout devait être recommencé. Mais tel n'était pas le cas. Le monde a continué à fonctionner. Joseph Kabila a joui de son pouvoir. Tshisekedi, Étienne, a fait l'opposition. Il a même été soumis à une résidence surveillée. Bon, voilà. Mais vous étiez en train de faire toute cette cogitation où? Dans quel cadre? Eh bien, ce point de vue, nous l'avons exprimé auprès de la communauté internationale. Ok. Quand vous dites communauté internationale, vous voulez dire quoi exactement? La communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, voilà, l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales. Okay. Et les rencontres qui vont avoir lieu sur base de notre point de vue, eh bien, ces rencontres-là qui vont réunir Tshisekedi et Kabila et nous. Quand même, donc vos démarches ont eu quand même gain de cause. Ont eu gain de cause. En termes de l'organisation d'un cadre de discussion. Oui, il y a eu débat, discussion, Kabila se disant président en exercice, Tshisekedi se réclamant, se qualifiant de président élu, et nous disant il n'y a ni vainqueur ni vaincu, nous sommes en présence d'un vide juridique qu'il fallait combler. Mais ce cadre-là semble ne pas avoir été vulgarisé. Personne ne savait. Ça s'est passé où ces débats? Je ne voudrais pas vous dire où ça s'est passé, mais je te dis que ça s'est même passé en dehors de ce pays. Ok. Ça s'est passé en dehors de ce pays. Donc pour fixer les choses, Joseph Kabila, après les élections, même s'il a été déclaré vainqueur, Tshisekedi, après les élections de 2011, je parle de Tshisekedi, et vous, les tenants du cadre de la thèse du vide juridique, vous avez été dans un cadre déterminé ou défini par la communauté internationale en train de faire le débat autour de ces élections. Voilà, je crois que tout a été bien résumé et compris.
sont toutes ces discussions qui se sont déroulées devant le secrétaire général des Nations Unies, Ok. Ban Ki-moon. Ça a commencé quand, ces débats-là, ces rencontres-là? La date exacte. Non, à peu près en quelle année? Juste après, pratiquement, le fiasco de 2011. Et pour vous donner une idée, c'est lui qui représentait Kabila à l'époque, c'était Katumba Mwanke. Ah, très bien. Ça c'est important de le dire. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ça a duré. Et qui représentait Etienne Tshisekedi? Moubake. Et vous, qui vous représentez? Le président Louyeye. Ah, très qui bien. Continue à nous représenter jusqu'à ce jour. C'est très important de citer les noms et de fixer les cadres. Donc, pour les camps de Joseph Kabila, vous dites que c'était Augustin Katumba Mwanke. Oui. Le défunt. Je peux même vous compléter. Oui. Après le décès de Katumba Mwanke, on a assisté au passage furtif de Bochab. Ah, Après Bochab, eh bien, il y a eu Samba Mukoko. Mukoko Samba, lorsqu'il a été démis, lorsqu'il a quitté le gouvernement. Oui. Bon, tout le monde l'avait oublié, mais Kabila lui avait confié cette importante mission. Et après, bon, vous allez le retrouver après dans le groupe de 13. Bon, et aujourd'hui, il a un parti. Après lui, ce fut le général Kaloumé, qui après tout ça a été envoyé en Russie. Vous comprenez qu'il ne pouvait rien divulguer. Et du côté de Etienne Tshisekedi, il y a eu Moubake d'abord, il y a eu des histoires, non, Moubake veut trahir, tout ça. Tshisekedi l'a fait remplacer par son secrétaire général, Mavungu, aujourd'hui décédé. Okay. Les Kapika, qui vont faire partie du gouvernement Tibala, ont fait leur apparition très éphémère à ces négociations. Okay. Et nous n'avons jamais changé de représentant. Okay. Lorsque, si j'anticipe, vous avez suivi le meeting du président Louyeye samedi passé, il vous dit, je suis resté en contact permanent avec la communauté internationale. Okay. Eh bien, il faisait allusion à toutes ces rencontres qui ont commencé à ce moment-là et qui continuent jusqu'aujourd'hui. Très bien. Alors, je vous laisse continuer oui, le fil de votre... Ce sont les éléments retenus au cours de ce débat, de ces rencontres, que le secrétaire général Ban Ki-moon a pris et a coulé dans un texte qui porte aujourd'hui le nom d'accord cadre d'Addis Abeba. Eh bien, que dit cet accord sur le plan de l'esprit et de la lettre? L'accord cadre d'Addis Abeba est clair. Le mal du Congo, c'est la classe politique. Il faut la renouveler. Qui sont signataires de cet accord? Eh bien, la communauté des Nations Unies, le représentant des États-Unis, de l'Union européenne, l'Union africaine et tous les pays faisant partie de notre région de Grand Lac. Voilà, en gros. Mais cet accord concerne essentiellement la RDC. L'accord comprend 3 niveaux. Il y a le niveau interne, où la RDC a pris des engagements, puisque le mal a été identifié. Le diagnostic a été clairement posé. Eh bien, il fallait procéder à une politique de la tabula rasa, que l'accord consigne bien en son point, je crois, 5, parce que là, l'accord parle de la réforme structurelle des institutions de l'État. Et autour de ce thème essentiel, bien tourner, osciller
des points tels que la réforme de l'armée, de la police, des services de sécurité, de finances, la décentralisation et enfin le processus de démocratisation. Et par processus de démocratisation, il fallait entendre l'organisation d'un processus politique qui devait en fait aboutir à une transition. Ok. Alors, l'accord parle aussi de la réconciliation. Voilà en gros ce qui s'est passé. Mais lorsque vous voyez la philosophie et l'esprit de cet accord, personne n'était épargné. Ni le pouvoir de l'époque, ni ceux qui se disaient opposants. Ils étaient pratiquement tous menacés par cet accord, menacés de mort politique. C'est ainsi qu'ils se sont coalisés. Ensemble, ils se sont mis d'accord pour ne pas vulgariser cet accord et pour ne pas l'appliquer. Joseph Kabila, je vous rappelle en passant que quelqu'un comme Martin Fayoulou, la veille même de la signature de l'accord, il parlait déjà d'un accord qui allait conduire à la balkanisation. Et il a constitué un frein majeur jusqu'à ce jour par rapport à son vagabondage. Tantôt, il est avec le Moïse Katumbi, tantôt, il est avec Kabila dans le bloc patriotique, tantôt, il revient vers un Matata Pogno qu'il a vilipendé hier, donc on ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Tantôt, il fait une conférence de presse pour dire il se met dans le sens d'un dialogue selon l'accord cadre, parce qu'il participe, lui, à toutes les négociations, et après vous le reverrez à Sainte-Thérèse pour dire oui, on veut aller quand même aux élections, mais il faut fichier électoral, révision de fichier électoral, voilà. Eh bien, je disais donc que toute la classe politique s'est coalisée et en ce qui concerne Joseph Kabila, il a trouvé une formule pour empêcher cet accord de s'appliquer. Eh bien, il s'est mis à organiser des rencontres, concertations du Palais du Peuple, qui vont être contestées par une bonne classe. Ça, c'est en décembre 2013. Voilà. Après, puisqu'il fallait une onction internationale, il organise le dialogue politique à la Cité de l'Union africaine, avec la complicité de Madame Zouma, alors président de la Commission africaine. Cette dernière va lui envoyer Eden Kodjo. Ça, c'est en 2015. Voilà, pour pouvoir crédibiliser cette démarche-là. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a eu la fameuse Senko, qui se mêlait de l'affaire avec son accord de la Saint-Sylvestre, qui va d'ailleurs donner des béquilles à Kabila, parce que... Ça, c'est décembre 2015. Donc, Kabila va bénéficier de 2 ans de pouvoir, alors qu'il n'avait plus rien comme temps à passer au pouvoir, et en plus de ça, par rapport à leur accord de la Saint-Sylvestre, les élections, une fois de plus, vont s'organiser hors délai. Oui. Alors, c'est cet imbroglio constitutionnel, cette confusion qui va nous amener à la situation actuelle. Donc, lorsque Joseph Kabila organise ces élections et que son candidat ne les gagne pas, il va trouver une... Là, vous êtes en train de parler des élections de décembre 2018. Voilà. Eh bien... Qui, selon vous, est toujours organisée en violation de la Constitution. De la Constitution et oui, aussi de l'accord. Parce que ce vide juridique n'a jamais été comblé parce que
il devait être comblé par l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui n'a jamais été appliqué. Alors, ni vulgarisé. Parce que ni vulgarisé parce que personne n'avait intérêt. Ce que vous dites là, pour un Congolais moyen, eh bien, ça tombe du ciel. Les gens ne savent pas qu'il y avait eu des négociations permanentes, continuelles, entre les camps de Kabila, l'IDPS et vous, les camps des tenants des thèses du vide juridique. Mais maintenant, quand vous faites ressortir tout cela, par rapport à tout ce qui a été vécu de visu, eh bien, on semble être dans des mondes parallèles. Bon, tu peux avoir raison, tout comme je peux te ramener en arrière. Lorsque tu animais ton émission à haute voix, ouais, nous avons je sais qu'on en a discuté. Au moins organisé une cinquantaine d'émissions. Vous êtes passé plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai expliqué. Il y en a qui suivaient, mais vous savez, la scène politique congolaise, eh bien, elle est ce qu'elle est. Les gens sont parfois sentimentaux, d'autres sont, comme le disait le professeur Malanda Dem, un psychologue qui m'a donné cours à l'Ovanium, il disait que tout Congolais, quel que soit son niveau d'instruction, eh bien, il le comparait à un bébé de 5 ans dont les besoins se ramènent essentiellement à ceux que la bouche peut satisfaire, c'est-à-dire le ventre. Nous avons prêché dans le désert, personne ne nous a suivis, même la communauté internationale ne nous a pas suivis, parce que je rappelle que c'est cette même communauté internationale qui va, au niveau du Conseil de sécurité, adopter une résolution, la résolution 2277, qui en fait venait parler des élections. Et ceux qui ne voulaient pas de l'accord cadre, eh bien, ont sauté là-dessus. Parce que les élections, c'était pour eux le seul moyen de survivre. Parce qu'ils étaient et ils sont appelés à disparaître. Même aujourd'hui, tous ceux que vous voyez organiser des marches, réclamer des élections, eh bien, ce sont des démarches qui veulent bloquer l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Est-ce que l'accord cadre d'Addis Abeba interdit toute organisation des élections dans ces pays, jusqu'à ce que cet accord-là soit appliqué? On peut comprendre ça comme ça? Nous sommes là, tu soulèves là le problème de rapport entre le droit international et ce principe est consacré par notre Constitution. Donc, je rappelle que quelqu'un comme Mbemba, il a fait CPI, la CPI là-bas, pour des faits commis par des militaires envoyés en République centrafricaine. Donc, en étant responsable de l'Union sacrée, vous répondez des faits commis par vos membres. Donc, après avoir négocié avec le M23, après avoir même osé de l'intégrer dans l'Union sacrée, vous ne pouvez plus parler des terroristes. Donc, personne. Alors, l'accord cadre ne demande à personne de négocier avec personne. Nous-mêmes, qu'il s'agisse de gens de l'Union sacrée, de FTC ou de la Mouka, tout le monde a cherché à nous rencontrer. Mais nous avons toujours dit non. Nous ne sommes pas... Vous vous rencontrez déjà quelque part quand vous dites oui, nous rencontrons en aparté. À ce moment-là, on transforme tout en négociation. Ah, d'accord. Mais nous disons, il n'y a pas de négociation. Il y a à examiner les conditions fixées par l'accord cadre pour pouvoir, pendant une certaine période,
exercer le pouvoir en RDC. Si ces conditions vous excluent, il s'est fait malheureusement le résultat auquel on est arrivé, parce que le travail est fin prêt. Le résultat auquel on est arrivé, c'est qu'aucun de ce groupe, personne ne remplit les conditions. Comment vous expliquez le fait que le peuple congolais, qui est le souverain primaire, n'est pas au courant ou ne sait pas, ignore complètement ce qui s'est fait autour de l'organisation du pouvoir politique pour son pays, alors que vous dites que le travail est fin prêt? Comment vous pouvez expliquer ça au peuple congolais? Il y a des choses qui se passent dans son dos. Il n'est au courant de rien. En tout cas, la grande partie est au courant de rien. Mais il y a un groupe d'individus, politiques soit-il, discutent pour l'organisation du pouvoir dans plus ou moins brève échéance, sans que le peuple congolais soit directement impliqué. Comment Nous avons quand même un gouvernement responsable de tout. Vous avez chaque, je ne sais pas, samedi ou quoi, le ministre de l'Information qui passe avec tout le monde pour expliquer telle ou telle situation. Il appartient à ce gouvernement de pouvoir rendre compte. Nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Pour preuve, j'ai rappelé les différentes émissions que nous avions eues avec toi-même. Pour preuve, j'ai rappelé le meeting récent que notre représentant à ces rencontres a tenu. Il a fait des révélations. Vous voulez parler de le président Louyeye. Il a fait des révélations. Il est allé même à exhiber l'accord intervenu entre Joseph Kabila et Félix pour que ce dernier devienne président de la République. Ça, il n'a pas ramassé ça dans la rue. C'est des documents qui sont sortis là-bas, présentés sur table. Présentés par qui? La communauté internationale, qui est le dépositaire de l'accord cadre et maître de la situation. Que stipule cet accord-là, ce fameux accord que Louyeye aurait divulgué publiquement? Ça dit quoi, le fameux accord entre Tshisekedi et Kabila? C'était quoi le contenu? En fait, si je peux résumer, c'est le statu quo. C'est-à-dire, vous allez au pouvoir, mais vous ne pouvez rien changer sans concertation. Et on déclare une immunité complète. À tout le monde. Tout le monde, famille, Kabila, son clan politique, qu'il s'agisse de crimes politiques, économiques ou autres. Un arrangement particulier. Mais enfin, appelez ça comme vous voulez. Et cela a été fait devant témoins. Témoins internationaux et nationaux. Je cite les témoins internationaux, c'est Jomo Kenyatta et Uhuru. Bon, vous comprenez pourquoi il est tout le temps dans le circuit. Il y a le président égyptien qui était le président de l'Union africaine à l'époque. Et il y a le président sud-africain, Ramaphosa, qui était le président de la Commission africaine. Dans les documents qui ont circulé dans les réseaux sociaux, ce n'était pas des fake news, c'était des vérités. En tout cas, nous, on ne l'a pas eu sur vos réseaux sociaux. Nous l'avons eu là où les rencontres se tiennent. Parce que vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de faire ce que le président Louyeye a fait samedi si vous n'êtes sûr de rien. Parce que il faut les voir autour de la table. Comment ils se contestent. Le camp Kabila dit, vous n'avez pas été élu. Je vous ai donné le pouvoir. Mais pourquoi le camp Kabila ne le dit pas ici devant le peuple congolais? Ça, il faut lui poser la question. Moi, je vous parle de ce que je sais. Et Fayoulou, il parle d'usurpateur. C'est pas propre. Le grand problème, là, j'essaye de répondre, c'est que ce genre de démarche n'épargne personne. Ça coule tout le monde. Personne n'a intérêt à mettre ça à la place publique. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, il faut bien comprendre
que tous ceux qui parlent élection, Voilà. eh bien, sont dans la même démarche que Kabila lorsqu'il était au pouvoir et qu'il voulait éviter l'accord cadre, l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cela voudrait en fait saboter le travail qui est fin prêt de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Quand vous dites fin prêt, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tout est là. Il y a une charte de la transition. Ok. Il y a même la répartition des responsabilités. Ah, donc il y aura partage du gâteau. Non, il n'y a pas partage de gâteau. Le problème, c'est que le pays doit être gouverné. Mais l'accord cadre vous demande de le gouverner d'une certaine manière. Okay. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir un gouvernement de 60 ministres. Ok. Donc, pour l'accord cadre et ceux qui en sont responsables, on ne peut pas dépasser 30. Donc, parce que nous avons 26 provinces, donc on aurait pu même avoir moins. Et je vous le dis, pas un secret, un organe comme l'Assemblée nationale, il n'y aura pas 500 personnes, 200. 200. Donc ce n'est pas un partage de gâteau, ça. C'est différent de tout ce qui s'est passé. Puisqu'il n'y aura pas élection, il y aura une concertation autour d'une table. Quand il n'y a pas élection, en fait, je me mets un peu dans la peau de ceux qui disent qu'il n'y aura plus de partage du pouvoir dans ces pays, modèle Sun City, mais on dirait qu'on fait du copier-coller là. Je lisais tout dernièrement Référence Plus, à la une. Si Fayulu a été élu en 2018, Bemba l'a été en 2006 et Étienne Tshisekedi en 2011. J'espère que vous avez compris. Oui. Si Fayulu a été élu en 2018, eh bien, Jean-Pierre Bemba l'a été en 2006. Et Étienne Tshisekedi en 2011. Or, ces gens-là n'ont pas exercé le pouvoir. Donc, il n'y a jamais eu élection. Même ceux qui disent élu du peuple, c'est faux et archi-faux. Kadima dernièrement, et Corneille Nangaa lui-même, Kadima même dit il n'y aura plus de députés nommés. Oui, oui. Donc, donc on ne peut pas nous parler. Oui, on ne peut pas nous parler des élections. Personne n'a été élu. Tout le monde a été nommé. Lorsque tout ce monde-là était autour d'Étienne Tshisekedi et qu'on réclamait la vérité des urnes. En 2011. Il venait, il rencontrait les envoyés spéciaux ici. Eh bien, si vous allez fouiller dans les archives, ils avaient fait un mémorandum de paix, UNC, le parti de Kengo, tout ce monde-là. Ils avaient déclaré noir sur blanc que ces gens qui étaient au palais du peuple, 80% n'étaient pas élus. Et alors, pourquoi nous parler des élections? On se moque de qui? Alors, si le pays n'a jamais eu des élections dans ces pays, la voie royale, selon vous, serait l'application de l'accord cadre de l'Addis Abeba? L'accord cadre... Qu'est-ce qui nous garantit de son sérieux? Qu'est-ce qui nous garantit de la planche du salut qui sortirait de cet accord? L'accord cadre s'inspire de l'expérience du passé. En regardant la classe politique, il pointe d'abord du doigt la classe, c'est ça le mal. Il faut renouveler cette classe politique. C'est déjà un fait important. Il regarde le jeu des acteurs politiques. Donc ce ne sont plus les élections qui vont renouveler la classe. Les élections viendront quand nous aurons mis de l'ordre. Ok. Et à ce moment-là, le peuple pourra s'assumer. Qui va mettre cet ordre-là? Mais c'est la transition. Oui. L'objectif de la transition, c'est au cours de cette transition. Oui. Votre armée, on vous a toujours dit qu'elle était infiltrée. Il faut réformer l'armée, les services de sécurité, la police, la décentralisation.
Alors, la transition... Et je continue. Les élections ne pourront pas se faire sans qu'il y ait recensement général de la population pour qu'on sache qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais le président en a parlé il n'y a pas longtemps. On a lancé déjà l'opération de carte d'identité. Mais je vous ai dit justement que pendant que l'accord cadre est en vigueur, tout ce qui se fait est nul et dénul est fait. Je vous ai dit que le débat sur la CENI, la Cour constitutionnelle, c'est sans objet, parce que tout s'est fait à l'encontre de l'accord cadre. Tout est à balayer. Ça veut dire que la République démocratique du Congo n'existe plus. Non, c'est l'accord. Non, parce que tout ce qui est fait sans les prescrits de l'accord cadre, selon vous, n'a pas d'effet, n'a pas de substance. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Donc, nous sommes en train de vivre, comme on dit, en attendant. On est en train, c'est une république en sursis. Non, c'est une révolution par le droit. Ah, d'accord. C'est une révolution par le droit. Pas par les armes. Non, le droit. Okay. Ceux qui sont là, c'est un pouvoir des armes. Mais ici, l'accord cadre vous amène une révolution de droit. Félix Tshisekedi n'a pas tenu les armes pour avoir les pouvoirs. Mais il a eu ce pouvoir des gens qui sont arrivés ici par les armes. Et c'est pour ça que nous avons des problèmes. Le président Louyé l'a démontré samedi. Tout ce que nous vivons, c'est le résultat de ces multiples accords à gauche, à droite. Donc, l'insécurité, tout. Donc, tout est lié à la manière dont nos dirigeants arrivent au pouvoir. Il faudra que demain, ceux qui vont diriger le pays n'aient pas eu des relations avec un Kagame, un Museveni, et qui suis-je encore. Mais, selon vous, devra conduire le pays au regard de l'accord d'Addis Abeba, va fonctionner avec quels moyens pour mettre à terme, par exemple, les 120 groupes armés qui écument l'Est du pays, les différentes forces qui sont maintenant présentes. Voyez. Il y a d'abord un effort d'organisation interne. Je vous ai esquissé quelques points quand je vous dis au lieu de 500, un parlement de 200. De 200, ouais. Ça veut dire on est à la recherche de moyens. Il est certain que ces 200 n'auront pas 21 000 $ par mois. Eh bien, il y a d'autres institutions qui vont tomber. Bien sûr, ça ne sera pas suffisant, mais nous aurons... Vous allez faire beaucoup de mécontents dans ces pays. Mais écoutez, dans la situation où nous nous trouvons, il faut des mesures, même impopulaires. Okay. Parce que n'oubliez pas que ceux qui arrivent ne viennent pas pour la propagande électoraliste, où les choses sont décidées à partir de sa maison. Ils viennent pour mettre de l'ordre et partir. Content ou pas, eh bien vous n'aurez pas à venir voter pour moi ou pour X ou Y. J'aurais mis de l'ordre, j'aurais fait mon travail, au peuple de s'assumer. Alors, très bien, on a compris, honorable Niembo. Alors, dites-nous, puisque vous dites que l'accord cadre continue à produire ses effets, et qu'au moment où nous parlons, depuis que Félix Tshisekedi a eu son pouvoir, les négociations, bon, vous ne voulez pas parler de négociations, les rencontres sur base de l'accord cadre d'Addis Abeba continuent d'être faites. Il y a lui et son camp. Il y a Joseph Kabila, vous avez parlé du camp de Lamuka, représenté par Mouzito et Fayoulou, et votre camp, représenté par Louyeye, Norbert. Alors, dites-nous, nous devons nous attendre à quoi? Parce qu'au regard de ce que vous venez de nous dire, l'accord cadre n'appelle pas à des élections, mais appelle plutôt à l'organisation d'une transition dont la durée sera fixée au temps opportun. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? On va vers quoi exactement? Voilà. Je voudrais d'abord préciser, quand je parle de rencontre, c'est pour signifier que
l'accord cadre fait partie intégrante de notre arsenal juridique interne. Ok. Donc, c'est un contrat d'adhésion. Son application ne dépend de la volonté de personne. Ça dépend de qui? Mais le texte est là. Si vous l'avez violé, il y a une sanction. Et si nous avions un Parlement sérieux, il aurait déjà sanctionné pas mal de choses. Je vous donne le cas de l'adhésion à l'EAC. L'article 213, les articles 213, 214 est clair, on ne peut pas adhérer sans passer par le Parlement. Je ne sais pas si à votre connaissance, le Parlement a eu à intervenir dans ce processus. Donc, c'est une constitution. C'est au-dessus de même de la constitution. On s'y soumet ou on ne se soumet pas et on disparaît. Je suis clair. Est-ce que l'accord cadre a été ratifié par notre Parlement? L'accord cadre, c'est un débat et j'y réponds. Il aurait dû avoir donc une loi, bénéficier d'une loi de ratification au Parlement. Mais Joseph Kabila, qui a négocié et signé, a saboté personnellement. Dès que c'était signé, il nomme François Mwamba comme coordonnateur de mécanisme de suivi. Donc le mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba est une conséquence de la signature de ces traités. Oui, parce que le traité était là. Mais les mécanismes existent jusqu'aujourd'hui. Mais une raison de plus pour dire, c'est lui qui arrive, fait la même chose. À quoi sert ce mécanisme-là, ce fameux mécanisme? Mais à veiller à ce que l'État s'oblige, honore ses engagements. Mais malheureusement, honorer les engagements signifie créer un contexte où le dialogue et la transition doivent s'organiser. Mais malheureusement, ce mécanisme est utilisé pour en fait jeter les pots de banane sur la voie de l'application de l'accord cadre. Alors, normalement, le Parlement et la Cour constitutionnelle auraient dû accuser Joseph Kabila de violation intentionnelle de la Constitution par rapport à cet accord cadre. Il ne l'a pas fait. On a continué. Félix est venu, il a nommé, c'est pas du Balanki, quelque chose comme ça. Maintenant, on me dit c'est Tumbaloaba. Donc, on ne peut pas remettre en cause l'accord cadre, alors que ce qui a été fait, les violations, c'est par votre propre faute. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Est-ce que vous avez entendu le Parlement ou la Cour constitutionnelle dire Kabila, violation intentionnelle et on te démet? Non! J'espère que j'ai été compris. C'est impossible ici, c'est pas faisable, ils peuvent pas le faire. Mais c'est pas faisable, mais pourquoi on parle de séparation de pouvoir? Donc vous êtes en train de vous tromper vous-même. Bon, moi, j'estime qu'il y a séparation de pouvoir, chacun a sa mission. Si vous ne le faites pas, c'est que nous sommes dans une jungle. Avec une majorité acquise. Mais de quelle manière? C'est tout ça. Au tenant du pouvoir. Mais la majorité, Kabila l'a obtenue comment? On vous a dit que c'était des députés nommés. Aujourd'hui, en pleine législature, après qu'on ait nommé ces députés, les mêmes nommés ont traversé la rue, se retrouvent à l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, comme par magie, se trouve majoritaire au Parlement. Comment vous pouvez fonctionner dans un État comme celui-là sans appeler à des mesures impopulaires, écarter la racaille? Avant de nous dire ce qui va arriver, j'aimerais quand même que vous ayez placé un mot sur les groupes armés. Que vont devenir tous ces groupes armés qui écument l'Est de notre pays? Eh bien, l'accord cadre est clair. Ils ne sont pas partie prenante dans vos discussions? Contrairement à ce qui s'est passé à Sun City,
À Sun City, c'est Jean-Pierre Bemba, Rouberwa et Kabila qui négociaient. Et Etienne Tshisekedi n'avait jamais assisté à ça. Il se fiait au rapport que Rouberwa venait lui faire. Donc c'était une histoire de belligérants. Ici, c'est une affaire politique. Lorsqu'on a fait venir ce fameux M23, tout était déjà fait. Le M23 n'a fait qu'adhérer à ce que nous avions décidé ensemble avec les Tshisekedi, les Fayoulou et les Kabila. Ah bon. Ils ont adhéré, comme on adhère à un contrat d'adhésion. Alors, pour gagner du temps, qu'est-ce qui va arriver? Tout à fait. Eh bien, il n'y aura pas d'élection. Le travail sous l'égide de la communauté internationale est fin prêt. Et pour la communauté internationale, il n'y a pas une autre solution que l'application de ce travail. C'est une question de vie ou de mort. Maintenant, les différentes rencontres, il y a eu quand même des papiers qu'on a signés. Okay. Les gens les ont signés. Maintenant, c'est au niveau du communiqué final. Okay. Où il y a des gens qui se rebiffent parce que se voyant éliminés par les conditions de l'accord cadre pour dire non, réaménageons pour que moi je figure. Ouais, mais c'est du politiquement correct. Non, mais vous avez déjà signé, ne faisons pas comme à Genève. On signe, après on renie. Non, vous devez savoir vous assumer. Même lorsqu'on dit... Vous connaissez le principe qui a trahi, trahira. Bon, écoutez, si celui-là avait déjà trahi, bon, je comprends ce qui arrive. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que le peuple congolais doit pouvoir considérer tous ceux qui crient aux élections comme étant des ennemis de la République. C'est une démarche qui voudrait empêcher l'application de l'accord cadre qui devra aboutir à une transition avec des conditions sans consacrer l'impunité. Ceux qui ont tué, volé, enterré les gens vivants avec l'application de l'accord cadre, eh bien, ils ont leur place quelque part. Et il ne faut pas ne pas comprendre ce qui se passe. Tel est au pouvoir, ceux qui étaient avec celui-là passent de l'autre côté. Tous ces gens-là sont concernés par l'accord cadre. Ils vont vers du côté où il y a le pouvoir pour chercher la protection. Il n'y a que ça. Arrêtez de suivre des gens qui, en fait, vous changent chaque jour, chaque minute. Il y aura une transition avec des acteurs à qui on n'aura pas, en tout cas, à reprocher quelque chose. Et ces acteurs-là n'auront pas d'ambition électorale. Les acteurs-là seront trouvés où? Les acteurs qui vont, et puis avec les partis, avec qui vous allez... Non, il y a un principe qui a été consacré. Celui qui va diriger la transition, il a la liberté de choix et d'attribution. Donc personne ne viendra dire, moi, FCC, donnez-moi la défense. Ou bien moi, Union sacrée, donnez-moi l'intérieur. C'est celui-là qui va vous dire, vous, FCC, je vous donne ceci. Donc, vous, et par rapport à ça, vous donnez une liste de 3-4 personnes et celui qui va diriger devra choisir. Si vos 4 personnes ne remplissent pas les conditions, on vous renvoie le document, vous refaites le travail. Tout ça est consigné dans des documents contresignés par tous ceux qui font du bruit ici. Tout le monde est dedans. Tout le monde. Tout ce qui reste à faire, c'est la signature du communiqué final, où les gens qui avaient tout signé commencent à se rebiffer. Et c'est ça qui bloque.
oh, il faut que moi je sois là. Vous qui? Est-ce que ce pays ne peut que vous appartenir? Et qui vont diriger? Nous, notre problème, en tout cas notre vision, c'est que ce pays appartient à tout le monde. Les valeurs, il faudra les chercher partout. Ce n'est pas parce qu'on a été avec le FCC ou l'Union Sacrée ou la Mouka que vous êtes d'office exclu. On verra quelle a été votre responsabilité personnelle dans tout ce qui se passait. Vous n'avez eu aucune responsabilité. Vous êtes une valeur. Eh bien, vous servirez la République. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous avez suivi avec intérêt cet entretien avec honorable Odéric Niembo Yalumbu. Avec lui, nous avons essayé d'apprendre davantage sur le fameux accord cadre d'Addis Abeba. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.